De retour en studio avec Joël Monzé, que vous connaissez et vous connaîtrez davantage puisqu'il revient nous voir à tous les 2 semaines. Oui, environ. Environ. Joël, on sait que l'être humain a déjà a besoin de cette anxiété. Bon, c'est normal chez l'humain de faire de l'anxiété un peu, d'avoir peur, etc. Mais il y a un trouble aussi qui peut exister, qui est le trouble d'anxiété, donc qui est un dérèglement neurologique, probablement, parce que vous êtes vous êtes docteur en neurosciences. Alors, oui. Parlez-nous un peu de ce mécanisme d'anxiété, de peur chez l'humain et chez l'enfant. On parle surtout de l'enfant aujourd'hui. Ouais. En fait, vous vous souvenez, dans ma dernière chronique, je disais que quand on observait des souris qui étaient anxieuses, au départ, elles étaient figées pendant quelques minutes et après, au bout de 5-15 minutes, ça va dépendre de la souris, elles commencent à bouger de manière beaucoup plus intense que les souris hyperactives en tant que telles. Ouais. Ces 2 mécanismes, en fait, que l'on va observer au niveau du comportement sont vraiment les 2 manifestations comportementales qu'on va voir chez une personne qui fait de l'anxiété, sans nécessairement que ce soit un trouble. On peut avoir une partie qui est figée, d'accord, où on va arrêter. Par exemple, vous traversez la rue, vous entendez un klaxon, vous avez peur, pouf, vous arrêtez de bouger, alors que la dernière des choses qu'il faudrait faire, c'est d'arrêter de bouger. Ouais, exactement. Ouais. Donc, le premier mécanisme, le mécanisme le plus ancien dans notre système génétique, c'est vraiment le fait de figer en tant que tel. L'autre mécanisme, en fait, c'est de commencer à bouger parce que on va tenter soit de confondre, si vous voulez, de nous opposer à ce qui nous dérange, soit éventuellement de fuir ce qui nous dérange en tant que tel. Ouais. Et ça, c'est dû à l'action de 2 petites structures entre nos 2 oreilles. Okay. Et ces structures-là, vous savez, quand on vous dit que vous avez un problème entre vos 2 oreilles, d'accord, c'est une question d'amygdale. En fait, c'est la phrase préférée de papa à la maison, ça. Ah bon? Mais il ne devait pas avoir tort. Il n'y avait pas tort, non. Exactement. En fait, dans notre corps, on a 4 amygdales. On a celles que tout le monde connaît probablement, qu'on a au fond de la gorge, qui ont un rôle de défense immunitaire. Donc, quand il y a, par exemple, des microbes qui vont apparaître, ce sont, pour ceux qui les ont encore, moi, on me les a enlevés quand j'avais 4 ans, mais normalement, les amygdales vont avoir un rôle de défense contre les microbes. Mais celles qu'on a entre nos 2 oreilles, elles vont avoir un rôle de défense contre quelque chose que l'on perçoit comme dangereux. Donc, si, par exemple, vous êtes en montagne, que vous avez peur de tomber dans le précipice, ou vous avez peur de l'ours, ça va être 2 choses qui vont faire en sorte que les amygdales vont être actives. Alors, vous pouvez avoir des peurs qui sont normales, dans le sens que si je suis à côté d'un précipice, c'est normal que j'ai peur. Si je suis face à un ours, c'est normal que j'ai peur. Le problème, c'est quand on anticipe que ça va mal se passer. Donc, avoir peur d'avoir peur. Exactement. C'est vraiment cette anticipation qui vient miner notre vie. Et c'est là qu'on va avoir les mains moites, notre cœur risque de battre beaucoup plus fort, notre fréquence cardiaque va augmenter, on va avoir envie de bouger parce qu'il y a toute une série d'hormones qui vont être libérées par notre cerveau et par nos glandes hormonales de manière à pouvoir nous en aller de l'endroit qui nous dérange en tant que tel. Si on retourne à l'enfant, qu'est-ce qui crée l'anxiété chez un enfant? En fait, c'est vraiment différent de chez un adulte. Moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple des films d'horreur. Okay. J'imagine que vous avez vu des films d'horreur. Ben oui. Au tout début, en fait, ils sont tous construits de la même manière. Ah, voilà mon ami Freddy. Donc... Faites semblant d'être surpris, on savait que ça s'en venait. Là. Oui. Donc, en fait, je prends l'exemple des films Freddy, mais c'est la même chose pour l'ensemble des films d'horreur en tant que tel. On prend 2-3 minutes, 15 minutes maximum pour pouvoir nous attacher au personnage, et puis arrive un phénomène, soit un personnage comme lui qui vient nous découper, soit c'est un personnage, un animal qui vient nous dévorer, et ça va venir rechercher nos angoisses existentielles, et à partir de ce moment-là, vous avez beau savoir que c'est un film, malgré tout, vous avez peur. Parce que vous êtes attaché au personnage et en même temps, ça vient jouer sur vos angoisses existentielles. C'est la même chose pour un enfant. L'enfant réagit beaucoup avec des angoisses existentielles, la peur d'être dévoré, la peur de disparaître, la peur d'être... les monstres la nuit. Exactement. Donc, toutes ces choses-là, et comme son cerveau est en développement, il n'a pas encore le recul sur la vie pour être capable de pouvoir faire la différence entre la réalité et ses peurs, et il anticipe que quelque chose va mal se passer. Et c'est ça qui crée beaucoup d'anxiété chez les enfants. Et on a malheureusement tendance à banaliser un peu trop ce côté-là chez eux. Oui. Rapidement, si on y va dans les impacts, parce qu'on va vous réaccueillir dans 2 semaines et on parlera de ça en profondeur. Mais l'impact sur du stress sur la santé des enfants, rapidement, Mais ça va en fait affecter en premier lieu leur cerveau, parce que quand en fait les amygdales sont tout le temps très actives, bien, le sang, quand il monte dans le cerveau, il va aller dans les zones qui sont
activés par les amygdales, il ne veut pas aller dans la zone préfrontale, qui est la zone dans laquelle on est capable de pouvoir avoir du discernement. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, en fait, c'est beaucoup de manifestations comportementales, dans le sens que quand l'enfant est anxieux, il va se manifester par des comportements qui nous dérangent. Et c'est là que si on ne fait pas attention justement aux éléments qui peuvent éventuellement créer du stress chez les enfants, on risque de passer à côté de choses importantes. Alors, qu'est-ce qui va amener le stress chez les enfants? Par exemple, papa et maman sont séparés. 2 milieux de vie. Ouais. Ça veut dire que l'enfant, lui, vit dans ses valises. Parce que généralement, l'enfant va passer 2 jours chez l'un, 2 jours chez l'autre, ou 1 semaine chez l'un, 1 semaine chez l'autre. Et c'est certain que continuellement, il y a des changements, il y a moins de repères, il y a moins de continuité. Ou alors, il est chez papa une fin de semaine sur 2, puis maman lui manque. Mais pendant le reste du temps, quand il est chez maman, papa lui manque. Ce manque-là crée aussi de l'anxiété. Moi, je pense à mes enfants qui ont 7 ans, qui sont en 2e année primaire. Il y en a un qui a 5 professeurs différents et l'autre a 4 professeurs différents. Ce qui oblige à continuellement l'enfant à s'adapter à un système de valeurs qui n'est pas toujours le même. Donc, automatiquement, si on n'aide pas nos enfants à mieux gérer leur anxiété, on s'en va vers des problèmes de plus en plus importants dans les écoles et dans les familles. Donc, c'est tous nos nouveaux modes de vie là, qui entrent en ligne de compte. Comment est-ce que les parents et les professeurs, justement, pourraient venir en aide un peu par rapport à cette cause, par rapport à ce problème chez les enfants? Oui. Une des choses importantes, comme je le disais tout à l'heure, les enfants ont besoin de continuité. À partir du moment où, eux, leur cerveau, si vous voulez, il fonctionne en photo, il ne fonctionne pas en film. Donc, ce sont d'un ensemble de photos, il faut qu'ils arrivent à faire des fondus enchaînés entre les photos. Donc, il faut de la continuité. Il faut que les enfants arrivent à se repérer tout doucement, éventuellement avec des routines. Ce sont des routines qui vont réduire le niveau d'anxiété. Il faut de la cohérence. Parfois, on a un papa ou une maman qui va dire, bon, pendant une semaine, tu n'as pas de télévision parce que tu n'as pas fait ce qu'on attendait de toi. Ça peut être gros, 1 semaine sans télévision, mais d'un autre côté, enlever la punition va créer plus d'anxiété chez l'enfant que de la maintenir. Il vaut beaucoup mieux maintenir 1 semaine, aller jusqu'au bout, puis la fois prochaine, réfléchir à 2 fois avant de lui donner une punition. La même chose quand on lui enlève ses jeux électroniques ou qu'on lui enlève d'autres choses. Je parlais de jeux électroniques. Ouais. Réduire l'utilisation de la télévision, réduire l'utilisation des jeux électroniques. Il y a vraiment une corrélation directe entre le temps qu'on passe devant un écran et les problématiques d'anxiété ou d'hyperactivité ou d'inattention chez les enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin de bouger. Et ça, c'est une chose que les parents peuvent faire, c'est de faire bouger les enfants. Jouer avec un ballon, aller à l'extérieur, faire du vélo. Parce que, en fait, quand on se met à bouger, figurez-vous que dans notre cerveau, on a 2 autres petites zones qui ont une autoroute directe sur les amygdales qui vont dire « calme-toi ». Ah oui, hein? Et donc, en fait, le mouvement, l'enfant va sentir qu'il vit et à ce moment-là, ça va réduire l'anxiété. La même chose, on peut hypercontracter les muscles, par exemple. En hypercontractant les muscles, on va sentir notre corps et en relâchant, on va avoir une relâche du corps. Et une autre chose aussi qui est importante pour les parents, c'est que, et c'est encore plus important pour les parents de petits garçons que de petites filles, parce que les garçons ont moins de mots pour nommer ce qu'ils vivent. Donc, c'est intéressant de proposer aux enfants, justement, poser des questions qui sont fermées. L'enfant va répondre par oui ou par non. Et ça va l'aider, en fait, à un moment donné, à être capable de pouvoir nommer de lui-même ce qui va le déranger. Ouais. Par exemple, si je vous demande, est-ce que tu vas bien ou est-ce que tu as mal quelque part? L'enfant va se poser la question, est-ce que j'ai mal quelque part? Par contre, si je dis, as-tu mal au ventre? As-tu mal à l'épaule? As-tu mal à la tête? Ça va aider l'enfant à pouvoir dire un oui ou un non et progressivement, il va se découvrir lui aussi dans son ressenti corporel. C'est déjà terminé, Joël. Rapidement, peut-être un petit mot sur le livre ici, très, très rapidement. C'est un très, très bel outil qui a été fait par 2 psychologues de la banlieue de Montréal, en fait, qui peut outiller justement les parents et les éducateurs à pouvoir aider les enfants à mieux gérer leur anxiété. Merci beaucoup, Joël. Merci à toi. On se revoit dans 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines. Et vous, à la maison, restez là. On a un petit vidéo de quelques minutes, 3 minutes. C'est le vidéo Dérapage, le prochain film de Paul Arcand. 3e documentaire de Paul Arcand qui devrait susciter bien des discussions. Le célèbre Morning Man travaille depuis l'été 2010 sur le film qui traite de la vitesse au volant et les jeunes. Sa sortie est prévue au printemps. Alors, bon visionnement. On se revoit tout de suite après.